Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce webinaire sur l'Executive Education. Je laisse donc la parole au professeur Maximilien Brabec pour la masterclass Conseiller, bienveillance et exigence, casse-tête du manager. Bonjour, pour introduire le sujet, je vous pose une question. Selon vous, les managers sont responsables de combien de pourcents de la variation de l'engagement de leur équipe? Je vous laisse vous-même essayer de répondre. Ils sont responsables de combien de pourcents de la variation de l'engagement de leur équipe? Alors, je vais vous donner la réponse. Et la réponse est le fruit d'une étude de Gallup récente. La dernière étude de Gallup montre que c'est 70%. Les managers sont la variable qui influence l'engagement des équipes à 70%. Et quand on considère ce 70%, je vous soumets une étude qui est celle-ci, et voici ce qu'elle révèle. Les managers qui font preuve de plus forte bienveillance et de plus forte exigence par rapport à leurs équipes, elles ont une nettement meilleure performance. Voilà ce que dit cette étude. Et je vais vous montrer une courbe en lien avec cette étude. Vous voyez en bas ce que donne l'étude selon premier cas. Voilà, je suis un manager avec une faible exigence et faible bienveillance. Ou deuxième cas, forte exigence, faible bienveillance. Ou troisième cas, faible exigence et forte bienveillance. Et du coup, la courbe va montrer deux dimensions. La première, c'est quel est l'impact que ça a à l'égard de la confiance qu'ont les salariés quant aux capacités de l'entreprise à atteindre ses objectifs. Donc voilà, c'est la couleur bleue qu'on va voir tout à l'heure. Et en couleur jaune, en quoi mes salariés, selon que je suis dans le premier cas, deuxième cas ou troisième cas, en quoi ils sont satisfaits de travailler dans l'entreprise. Voici ce qu'il en ressort. Nous retrouvons un peu le score. Et là où je vous interroge, c'est il y a un quatrième cas, bien entendu. Ce quatrième cas, c'est forte bienveillance et forte exigence. Et à nouveau, je vous pose une question. À votre avis, ce quatrième cas, combien fait-il de mieux que les deux cas juste à côté, à votre avis? Alors, je vous laisse écrire un chiffre, rien que pour vous amener à la découverte suivante. C'est qu'en fait, c'est 2 fois mieux que le meilleur des 3 autres cas. Comme vous le voyez dans la courbe, un manager qui fait preuve de forte exigence et de forte bienveillance, il obtient 2 fois mieux sur 2 dimensions. Et ce qui est très intéressant que souligne l'étude, forte bienveillance contribue à forte satisfaction quant à travailler dans mon équipe. Et forte exigence contribue à forte confiance quant aux capacités de l'entreprise à réaliser ses objectifs. Alors, du coup, la question c'est, mais alors que veut dire forte bienveillance? Étymologiquement, bienveillance veut dire vouloir du bien. Et donc, il ne faut pas confondre avec empathie ou gentillesse. Vouloir du bien peut m'amener à dire à une personne quelque chose qui ne lui fera pas plaisir, mais que je lui donne pour son bien. Donc, vous voyez la différence. Pour moi, la bienveillance, c'est vraiment vouloir du bien plus que gentillesse et empathie. Par rapport à cette notion, vous connaissez peut-être les travaux d'un professeur de Wharton que vous voyez ici sur les managers qui sont donneurs, c'est-à-dire qu'ils donnent plus à leur entourage qu'ils ne prennent à leur entourage, versus les managers preneurs qui prennent plus que ce qu'ils donnent. Ce que démontre cette étude, c'est que les managers donneurs obtiennent de meilleures performances que les managers preneurs.
Et donc, je trouve ça très intéressant parce qu'il me semble que donneur est parfaitement en lien avec vouloir du bien. Si je suis dans une posture donnée, alors je veux du bien. Et alors je dirais des choses, même si elles font pas plaisir, mais pour le bien de la personne. Et ça fait partie de l'acte de donner. Pour continuer le propos, maintenant nous allons passer à l'exigence. Que veut dire exigence? Est-ce que être exigeant, c'est être exigeant sur 10 fois plus de choses? On peut pas être exigeant sur tout. Je sais pas ce que vous en pensez. Or, peut-être que nos entreprises multiplient le tout. Et du coup, ce que je vous propose, c'est est-ce qu'on ne devrait pas plutôt être 10 fois plus exigeant sur 10 fois moins de choses qui sont 10 fois plus importantes? Et quelque part, ça appelle à quoi? Ça appelle à ritualiser l'élagage. Ritualiser l'élagage, c'est régulièrement, on fixe des réunions pour dire qu'est-ce qu'on enlève. Ritualiser l'élagage, c'est aller voir un collaborateur en lui disant qu'est-ce que je peux t'aider à enlever. Et ce qui est formidable aussi, c'est du coup, c'est un indicateur que je vous propose, c'est l'élagomètre. L'élagomètre permet de voir à quel point vous avez utilement élagué quand on sait que dans nos entreprises, on rajoute tout le temps. Faute de quoi, on ne pourra pas être exigeant sur tout. Alors, par rapport à ça, il me semble que rituel élagué, c'est vouloir du bien. Je répète, en quoi je peux t'aider à enlever des choses? En quoi je peux t'aider à enlever des choses? C'est être un donneur. Et donc, nous retrouvons le lien donneur-preneur. Et ce qui est assez interpellant, c'est que comme l'étaye mon ouvrage, comment transformer les mutations en opportunités, en fait, les études montrent que ça concerne la stratégie. Revenir à une complexité minimale, c'est la clé pour mieux rebondir sur les mutations. Sachant que comme notre existant n'est pas conçu par rapport aux mutations, vouloir adapter notre existant va fatalement se traduire par de la complexité. Et donc avec un retard stratégique par rapport à ceux qui vont revenir avec une complexité minimale sur leur existant et surfer avec les mutations en n'essayant pas forcément d'adapter l'existant. Et donc, nous retrouvons le lien entre élagomètre, rituel d'élagage, et manager d'honneur. Et du coup, on voit le lien entre exigence et bienveillance, qui sont deux dimensions interdépendantes. Alors maintenant, on va passer à une deuxième partie, être plus bienveillant et plus exigeant. Donc, c'est pas la question d'équilibre, c'est la question d'intensité dans les deux. Ça porte sur quel référentiel? Et je vais essayer de vous éclairer sur les réponses associées. Alors, vous avez ici une étude qui a été révélée par Carol Dweck, qui est de Stanford, et qui révèle que nous avons deux formes d'état d'esprit, avec un certain équilibre entre les deux. Et le premier état d'esprit que nous pouvons avoir, moi y compris, et c'est intéressant, les enfants aussi, vos enfants aussi, et vos équipes et les managers, le premier, c'est l'état d'esprit fixe. Qu'est-ce que ça veut dire? L'état d'esprit fixe, ça veut dire si je suis doué ou pas doué, c'est figé au départ. Or, il y a un deuxième état d'esprit que je trouve fabuleux et vers lequel on peut peut-être faire un rééquilibrage. Ce deuxième état d'esprit, c'est quoi à votre avis? Ce deuxième état d'esprit, c'est l'état d'esprit progrès. Et donc, ça veut dire quoi? État d'esprit progrès, selon ces révélations. Je me fiche d'être doué ou pas doué. Ce qui m'importe, c'est de progresser. D'où état d'esprit progrès. Et ce que révèle Carol Dweck, c'est que quand on rééquilibre le deuxième état d'esprit de droite par rapport à celui de gauche, alors on obtient un meilleur épanouissement à long terme.
Allons plus loin sur cet aspect-là. Une autre étude que vous connaissez peut-être, qui est un peu ancienne malgré tout, démontre que l'état d'esprit progrès, quand des entreprises l'adoptent, ce sont ces entreprises qui ont les meilleures performances pendant 15 années de suite. C'est ce qui fait qu'elles ont des meilleures performances pendant 15 années de suite. D'où le lien avec la performance de l'entreprise dans la durée, avec la posture, l'état d'esprit, progrès. Alors, pour une image que j'aime bien pour illustrer ce qu'est l'état d'esprit progrès, c'est celle de Kung Fu Panda. Et donc, c'est le panda Po dans Kung Fu Panda. Po, lui, il s'en fiche d'être doué ou pas pour le Kung Fu. On pourrait presque lui dire non, c'est pas la peine, n'essaie pas, tu ne seras pas doué pour le Kung Fu. Et lui, il s'en fiche. Et ce qui l'anime, c'est sans cesse de progresser. Et il exploite tous les échecs comme occasion de progrès. Et il finit par devenir très bon, mais sans se prendre pour quelqu'un de très bon. Et ce qui est fascinant, c'est quelle est la posture de son manager. Son manager qui est Maître Shifu. Et en fait, au départ, il a, lui, un état d'esprit fixe par rapport à Pu, qui, lui, a un état d'esprit progrès. Et au début du film, Shifu se dit, et on le voit bien, non, franchement, t'es un panda, tu pourras pas faire du kung-fu. Et en fait, ce qui est fabuleux, c'est que Shifu change, il change d'état d'esprit, et il comprend qu'il a plutôt intérêt, et s'il veut être un donneur, à ce moment-là, il a plutôt intérêt à favoriser l'état d'esprit progrès. Et on voit que, grâce à ça, le couple manager et collaborateur, ils deviennent excellents en kung-fu, sans se poser la question de vouloir être bon. Alors, comment progresser? Et c'est là où il y a un point très important à notre époque. Comment progresser quand on est face à un nouveau contexte? Aujourd'hui, on est de plus en plus dans une situation pour laquelle on est face à un nouveau contexte. Ça concerne autant une entreprise qu'un service. Aujourd'hui, par exemple, faire de la RH, le contexte a complètement changé, ne serait-ce que quand on considère la relation au travail. Alors, je vais essayer de vous instruire sur cette réponse-là en lien avec les points précédents. Ce que révèle le Dunning-Kruger Effect, que je vais vous montrer maintenant, ainsi que les études du prix Nobel Daniel Kahneman sur Think Fast and Slow, donc on va dire pensée rapide versus pensée qui prend le temps. Ce que ça révèle, c'est que voici une courbe qu'on va voir, et en axe vertical, vous retrouvez la sensation de compétence que je peux avoir par rapport à un nouveau contexte en face de moi. Et en axe horizontal, en fait, c'est la réalité de ma compétence réelle par rapport à ce nouveau contexte. Et ce qui est abominable, c'est que voici la courbe. En fait, la courbe commence par une sensation extrême de compétence, alors qu'on ne sait rien de tout ce qu'il faut savoir. On est au tout début de la courbe de compétence par rapport au nouveau contexte, et on est convaincu qu'on a tout compris. Et ce qui est terrible dans ce tout début ici, qui peut être bloquant, nous allons le voir tout à l'heure, c'est que du coup, on a une conscience hyper partielle de notre contexte. Et qui plus est, attention, nous arrangeons notre confiance par rapport au contexte. On préfère voir ce contexte à ce que ça nous arrange plutôt que de prendre le contexte tel qu'il est. Et ce point-là s'appelle aussi, donc je l'aime pas trop, mais je vous l'ai dit, techniquement dans ces études, on l'appelle le sommet de la stupidité. Et je trouve que ça coïncide avec ce que nous évoque Stephen Hawking. Stephen Hawking nous dit, et je trouve que ça évoque parfaitement ce point-là, où on reste bloqué. Et il nous dit la chose suivante. Le premier ennemi de la connaissance n'est pas l'ignorance. Le premier ennemi de la connaissance, c'est l'illusion de la connaissance. Ici, on est en pleine illusion de la connaissance.
Et donc, c'est important de comprendre cet aspect-là, parce qu'on peut rester bloqué à ce stade-là. Alors que l'intérêt, c'est de faire cette courbe qui suit pour être en meilleure compétence par rapport au nouveau contexte et tirer encore mieux parti de ce nouveau contexte. Et donc, cette deuxième partie de courbe, elle aboutit à un progrès dans ma connaissance, ma compréhension de ce nouveau contexte. Maintenant, ok, ça marche, mais à quelles conditions? À quelles conditions puis-je me retrouver ici dans cette courbe? Et en fait, c'est ce sur quoi je vais insister maintenant auprès de vous. Ça peut être quoi à votre avis? À quelles conditions on peut aboutir à la partie droite de cette courbe, sachant que vous voyez qu'à gauche, il y a une partie qu'on voit qui est en fait une forme de waouh, on chute. On chute, et ça veut dire quoi cette chute? Je vous laisse vous-même vous projeter sur la réponse. Quelle est la condition requise pour enfin progresser, comme on le voit sur cette courbe? Tout simplement, la condition requise, c'est de nous mettre en étonnement et en incompréhension par rapport au contexte. Et je vais vous le développer maintenant avec les réponses associées. Et en fait, c'est la clé pour passer sur la suite de la courbe. J'aime m'étonner, j'aime ne pas comprendre tout ce que le contexte comporte, et c'est ce qui fait que je vais progresser. Alors, comme le révèlent différentes études que je reprends dans mon ouvrage, qui est indiqué ici, Désapprendre pour innover, en fait, et donc, retenez ça, c'est un point clé. Nos plus gros bloqueurs de progrès sont nos filtres de pensée évidentes. En fait, nous avons des filtres, et les études montrent que nous accumulons des filtres. Et en fait, quand nous sommes à cet endroit-là, nous préférons obéir à nos filtres, et du coup, nous restons bloqués, parce que le patron de Maximilien, ce sont les filtres que Maximilien a, et qui disent non, mais c'est évident, il faut que tu fasses ça. Et il faut que tu fasses par rapport aux évidences. Donc, je vais vous amener les éclairages sur l'antidote. L'antidote pour justement multiplier les étonnements et permettre de nous mettre en progrès. Je trouve que la meilleure explication de l'antidote, c'est celle qui nous est donnée par Steve Jobs. Donc, je ne sais pas si vous connaissez Steve Jobs. Et en fait, il dit la chose suivante. En anglais, make a lot of mistakes. Make a lot of mistakes. Et quand vous regardez l'étymologie, mistake, c'est prendre des choses qui vont dérouter tes attendus. Et donc, ça veut dire quoi? Quelque part, et je trouve que c'est la meilleure illustration de ce que ça veut dire cette phase-là. Cette phase-là consiste à dire, prenez beaucoup de choses qui vont dérouter vos attendus. Nos filtres attendaient ceci, et les choses vont les dérouter. Et c'est ce qui va purger ces filtres. Et donc, techniquement, j'appelle ça multiplier, je vais vous l'expliquer, je vous rassure, les cradotests. Ça veut dire quoi, multiplier les cradotests? Ça veut dire faire 1000 fois plus de choses qui coûtent 1000 fois moins cher. Et du coup, ça nous permet de découvrir des tas de choses. Vous regardez ici le visage de Thomas Edison, que vous connaissez bien, qui a inventé l'éclairage électrique. Il nous dit, je n'ai pas échoué, j'ai essayé 10 000 solutions, 10 000 cradotests qui ne marchaient pas. Et donc c'est incidemment, ou on va dire au contraire, c'est grâce à ces 10 000 solutions qui ne marchaient pas, qu'il a fini par trouver quelque chose qu'il n'attendait pas, en l'occurrence l'éclairage électrique. Je vais continuer le propos sur cette phase-là qui est clé pour vous amener d'autres éléments. Et le deuxième élément que je vous apporte, c'est qu'en fait, c'est plus qu'un cradotest, c'est cradotestonnement. Ça veut dire quoi, tonnement? Ça veut dire que le seul objet du test, c'est de s'étonner.
Donc le test ne sert pas ni à trouver spécifiquement, ni à prouver une idée. Ce n'est pas une preuve de concept. Ça sert à ramener plein d'étonnements. Et donc multiplier les cradotestements. Et ce qui est très important dans l'étonnement, et je vous le dis par expérience quand je bosse pour des tas de startups et de projets d'innovation notamment, c'est qu'il est très important d'être rigoureux à saisir avant le cradotest ce qu'on pense obtenir. On le saisit avant. C'est ce qui va nous permettre, après le cradotest, de nous dire qu'est-ce qu'on a obtenu qui est différent de ce qu'on pensait obtenir. Et donc c'est la rigueur à saisir ça qui va multiplier tous les étonnements possibles à partir de chaque cradotestonnement. C'est un mot un peu long, pardonnez-moi, mais il explique en 3 choses, cradotest, étonnement, cette approche de manière imagée. Et en tout cas, si je peux vous rassurer, c'est exactement ce que démontre une étude de Michael Alassar du MIT, qui date de 2019. Notre cerveau accumule des filtres. Et donc, il nous sclérose irrémédiablement dans nos filtres. Et la seule façon, selon le MIT, de purger nos filtres, vous savez ce que c'est? C'est de nous mettre dans des situations qui vont nous montrer que nos filtres, ils sont faux. Situations qui montrent que nos filtres sont faux, c'est cradotestonnement. Et plus on les multiplie, plus ça purge nos filtres, et plus ça nous amène des possibles dont on ne pensait même pas qu'ils étaient possibles, l'exemple de l'éclairage électrique. Fabuleux, non? Alors, par rapport à ça, donc retenez juste ça. Le point clé, c'est nous donner le temps, c'est un temps collectif, individuel et collectif, de multiplier les cradotestements. Et je vais vous donner un exemple. En guise d'illustration, quand je travaille pour des entreprises, je propose à tout le collectif, à l'occasion des échanges qu'on a avec nos collègues, à l'occasion des réunions qu'on a entre nous, je leur propose de remplir non pas la boîte à idées, mais la boîte à impossible, ridicule et contraire de l'existant. Impossible, c'est j'ai entendu quelqu'un dire ça, je me suis dit c'est impossible. Je le mets dans la boîte. Et on fera des cradotestements dessus. Je me suis dit ça c'est ridicule. Je le mets dans la boîte et on fera des cradotestements. Et du coup, on nourrit une boîte de cradotestements à faire qui sont liés à des impossibles dont on prétend qu'ils sont impossibles. Et il s'agira non pas de prouver que c'est possible, mais d'essayer. Quelqu'un qui dit que c'est impossible, il a jamais essayé. Est-ce qu'on peut pas essayer? Et en essayant, on va peut-être découvrir autre chose, qui va aboutir à autre chose, et c'est grâce à ça qu'on va trouver quelque chose d'extraordinaire. Alors, la meilleure illustration de impossible, ridicule, contraire de l'existant, elle est récente. Je vous en donne une récente, il y en a plein, je peux vous en donner plein, mais elle est tout à fait récente. Et en fait, c'est un entrepreneur qui s'est dit, tiens, pourquoi les canettes de Coca-Cola ou autres, pourquoi c'est ridicule de les mettre dans un frigidaire, alors qu'on pourrait faire quelque chose qui fait qu'au moment de l'utiliser, elles vont se refroidir. Vous pourriez vous dire, ah non, attends, refroidir la canette, mais c'est ridicule. Voire c'est impossible, je sais pas si ça vous parle. Donc là, on flirte avec le ridicule et l'impossible, c'est tout à fait une illustration. Et c'est aussi un contraire de l'existant. Pourquoi? Parce que au lieu de refroidir dans un frigidaire, il semble que cette innovation soit majeure en termes environnementaux quand on considère tous les frigidaires à pied d'œuvre à l'instant où je parle et qui servent à refroidir en permanence des canettes pour que le moment où j'en prends une, elle soit fraîche. Là, c'est le contraire. On refroidit la canette juste au moment où je vais l'ouvrir. Et c'est ce qu'on voit ici, c'est cette canette-là. Et ce qui est très intéressant, c'est que, alors je sais pas si ça vous parle, le refroidissement habituel dans les frigidaires, ça se fait par l'évaporation d'un réfrigérant. Ben là, on fait le contraire. On va engendrer le refroidissement par une réaction endothermique. Donc c'est le contraire. On fait autre chose que. Et donc autre chose que, c'est on fait une réaction endothermique. Vous savez comment je la fais, la réaction endothermique? Je mets dans la double paroi de l'eau
Et au moment où on va ouvrir la canette, on va enclencher le refroidissement. L'eau va rencontrer du sel et c'est ce qui va brutalement refroidir l'ensemble, de manière à où que je sois, au moment où je bois ma canette, elle est fraîche. Voilà un exemple de, tiens, amusons-nous à jouer sur l'impossible, jouer sur le ridicule et jouer sur le contraire avec des cradotests, un peu à la manière de Thomas Edison. Et en fait, c'est extrêmement fructueux pour une équipe et on va le voir tout à l'heure. Alors, à retenir, multiplier les cradotestonnements. Quand on multiplie les cradotestonnements, on retrouve bien le duo bienveillance-exigence. On retrouve la bienveillance quant au résultat, c'est-à-dire en termes d'étonnement, qu'est-ce qu'on a obtenu comme étonnement, bienveillance sur résultat, peu importe le résultat. Ce qui compte, c'est les étonnements, excusez-moi. Et aussi exigence quant aux étonnements. Donc peu importe si on trouve un truc génial, bienveillance. Mais ce qui importe, c'est de saisir rigoureusement les étonnements et donc de compiler au fur et à mesure nos étonnements. On est très exigeant sur cette dimension-là. Et du coup, voilà, à retenir, au début de la courbe, à gauche, on est faussement visionnaire. Et ça me concerne autant que quiconque parmi nous. Alors qu'à droite, on est réellement visionnaire. Et donc, retenez ça. La clé, c'est de prendre le temps de faire la courbe, de faire cette courbe avec les approches dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et comme en témoigne d'ailleurs un de mes articles Harvard, le titre de cet article, c'est « Les startups devraient croître plus lentement avant de croître vite ». Et combien de fois les startups veulent tout de suite prétendre être visionnaires alors qu'elles sont faussement visionnaires. Et la clé, c'est de prendre ce temps. Ça a été démontré par différentes études. Les meilleurs scales de startups sont faits par des startups qui ont pris plus de temps sur cette partie-là. Fabuleux. Alors, pour continuer le propos, en fait, il y a un lien entre les révélations de Carol Dweck et cette courbe qu'on a vue tout à l'heure. L'état d'esprit progrès, j'évite les difficultés, c'est ce qu'elle démontre. Si je suis dans l'état d'esprit progrès, fixe, j'évite les difficultés et je réfute les échecs. Alors que si je suis dans l'état d'esprit progrès, on l'a vu tout à l'heure, je danse avec les difficultés et les échecs pour encore mieux progresser. Donc on trouve bien la liaison entre cette courbe et les révélations de Carol Dweck. À gauche, on est dans la quête de succès. Or, le succès est éphémère. Une étude montre que 70% des start-upers qui ont réussi aux États-Unis ont des dépressions par la suite. Alors qu'à droite, on est dans la quête de progrès durable. Peu importe la notion de succès, je progresse, et je ne m'arrêterai jamais dans le progrès. Et du coup, je suis beaucoup plus heureux. Dernier point, ici, on est dans la compétition par rapport aux autres, alors que à droite, on est dans la coopération et la contribution aux autres. Voilà, donc on retrouve l'éclairage entre état d'esprit fixe, état d'esprit progrès et cette courbe. Et vous voyez, moi je trouve ça fabuleux parce que quelque part, Sénèque nous en parlait déjà sans le savoir. Quand il nous disait, donc c'est il y a plus de 2000 ans, il nous disait, la vie, ce n'est pas d'attendre que les orages passent, donc attendre que les orages passent, c'est état d'esprit fixe. La vie, c'est d'apprendre à danser sous la pluie. Et ça, c'est bien l'état d'esprit progrès que nous avons vu tout à l'heure. Et donc la vie, c'est de progresser dans la courbe et non pas de s'arrêter en haut en attendant que les orages passent, en restant dans nos convictions. D'où cette image que je trouve fabuleuse. Quel visionnaire ce monsieur Sénèque. Alors maintenant, une question. Vous, manager, ou vous managez, on va parler des deux. Peu importe. Comment le manager influence-t-il les deux états d'esprit? D'un côté, ce que démontrent les recherches, et c'est valable avec vos enfants. Quand vous dites à votre enfant « Ah, c'est bien ce que tu as fait », eh ben, c'est une erreur. Au lieu de féliciter la personne, si vous félicitez la personne, vous la mettez en état d'esprit fixe. « Ah ben, je suis doué ». Et en fait, ce qui est recommandé,
y compris auprès de vos enfants, c'est de féliciter ce en quoi elle a progressé et ses contributions associées. Voilà le bon fifou que vous pourriez être ou que vous pourriez avoir. Deuxième chose, ici on est dans les remontrances sur la personne versus les résultats qui manquent. Ah ben c'est pas bien, hein, t'as pas eu tel résultat, je sais pas si ça vous parle. Et c'est valable en entreprise. Si vous êtes dans cette posture, si vous pratiquez ça, vous allez influencer chez la personne l'état d'esprit fixe. Alors que si vous pratiquez ceci, exigence sur ce en quoi la personne progresse et encore et encore. Et plus vous êtes dans l'exigence sur ce en quoi la personne progresse encore et encore, plus vous allez favoriser en elle cet état d'esprit progrès dont on sait qu'elle apporte un meilleur accomplissement à long terme. Alors, ce qui est fabuleux d'ailleurs dans ce que démontrent les travaux de Carol Dweck, c'est ce qui est encore plus génial, c'est que le collaborateur, quand vous faites ça, il devient lui-même son propre leader de son progrès. Et donc, est-ce que le leadership, c'est pas rendre mon collaborateur leader de lui-même et de l'aider à l'être? Eh ben, c'est exactement ce que permet l'approche, la posture du manager de la partie droite. Donc, à retenir, le lien entre tout ça, nous retrouvons état d'esprit progrès qui est à droite, avec meilleure bienveillance dont nous avons parlé, meilleure exigence aussi dont nous avons parlé. Et plus je vais augmenter la bienveillance, augmenter l'exigence, plus j'impacte le 70% de l'engagement que je peux impacter en tant que manager. Et pourquoi ça, l'état d'esprit progrès contribue à une meilleure bienveillance? Tout simplement parce qu'on déculpabilise par rapport à doué, pas doué. Du moment que tu progresses, t'inquiète, c'est pas la question. Ce n'est pas le sujet. Deuxième chose, meilleure exigence. On l'a dit, l'objet de l'exigence, c'est progresser, non pas sur plein de choses, je le rappelle, mais quelque chose d'important. D'où, comment je peux t'aider à enlever des choses, on en a parlé tout à l'heure. Alors, pour terminer, je vais vous donner quelques pistes pour gagner encore plus en bienveillance et exigence, et qui peut-être peuvent encore mieux vous permettre de palper ce que ça veut dire, par rapport à tous les propos qu'on a vus tout à l'heure. Première piste. Voici l'iceberg entre ce que nous avons accompli à l'instant avec mon équipe. Voici l'iceberg de ce que nous avons accompli à l'instant avec mon équipe. Avec en partie haute de l'iceberg, la perception de ce que nous venons d'accomplir. Et donc, faut pas croire. On vient d'accomplir quelque chose, on n'en perçoit qu'une partie, surtout si on passe à autre chose. Et plus on passe à autre chose, c'est ce que remontent des études, moins on perçoit ce qu'on vient d'accomplir. Et du coup, c'est terrible parce que on n'a pas l'impression d'avoir accompli des progrès. Et du coup, c'est pas très engageant. D'où la question qui est posée. Comment décupler cette perception sans que ce soit chronophage? Je vous mets à l'aise, sans que ce soit chronophage. Vous allez me dire, oui, mais il faut qu'on passe à autre chose. Eh ben, je vais vous dire, au lieu de passer à autre chose, la clé, c'est de faire une micro-célébration du micro-progrès qu'on vient de faire. On vient d'accomplir quelque chose, c'est un petit iceberg que personne ne voit, et on passe à la chose suivante. Non, faites un arrêt sur image. Vous avez vu ce qu'on vient de faire? Vous avez vu ce qu'on vient d'apprendre? Eh ben tiens, c'est intéressant. Merci à vous, et on va continuer. Si vous faites ça, vous allez sortir l'iceberg de l'eau, et de nombreuses études soulignent cet enjeu, comme celle qui figure dans cet article Harvard, sur les micro-célébrations et les micro-progrès que nous faisons en permanence. Voilà, première piste. Deuxième piste, alors, non, en lien avec cette piste, mes nombreuses expériences d'accompagnement de start-up m'ont montré à quel point ça c'est décisif. Micro-progrès, micro-célébration tout au long du parcours. Et je vais vous l'illustrer avec la courbe suivante que j'ai souvent vécue en start-up. Cette courbe, c'est 1, le moral des gens au fur et à mesure du parcours, et 2, la dimension temps. Et ben, ce que je peux vous dire, c'est que j'ai observé ça régulièrement dans les start-up. Au début, on a une idée géniale. Paf, on trouve un obstacle et le moral tombe en bas. Il était haut, il tombe en bas. Du coup, on essaie de rebondir. Le moral retourne haut
et puis à nouveau un obstacle, et ainsi de suite. Et en fait, pourquoi les oscillations augmentent? Car plus on est dans un point bas à droite, plus on se retrouve à droite de la courbe dans un point bas, plus on a l'impression qu'on risque de perdre tous nos efforts depuis le début. Ben, vous savez ce que font les meilleurs managers, et je suis admiratif de cette pratique. Vous savez ce qu'ils font? Ils passent leur temps à oublier ça et à dire à leurs équipes, regardez en quoi on progresse. Et à tous les moments, y compris dans les moments bas, ils disent, vous inquiétez pas, regardez, on est en train de progresser et on va encore progresser. Et quelque part, ce que les gens perçoivent avec ces managers, c'est cette courbe montante du progrès. Peu importe si on est face à des obstacles, on voit qu'on progresse et donc on va s'en sortir. Et j'ai remarqué que ces start-upers, elles réussissent parce qu'elles vont jusqu'au bout, parce qu'elles se posent pas la question du succès. Elles se contentent d'aimer le progrès et c'est ce qui fait qu'elles ont du succès. En tout cas, c'est ce que j'ai expérimenté et là, il n'y a pas d'étude. C'est mon expérience personnelle. Alors, pour finir, c'est très simple la conclusion. Le titre de ce webinaire, c'est concilier bienveillance et exigence, casse-tête du manager, point d'interrogation. Ça va, c'est bon? Ça, c'était le titre. Maintenant, la réponse que nous venons de traiter, c'est qu'en fait, amplifier, et non pas concilier, amplifier bienveillance et exigence, c'est la baguette magique du manager qui devient leader grâce à ça. Merci à vous. Voilà le sujet. Merci beaucoup, professeur Brabec, pour cette intervention. Alors, nous avons encore une vingtaine de minutes devant nous et pas mal de questions, donc je vais vous les poser. Je vais essayer de tout vous poser. Alors, donc, première question de Nathalie. Vouloir du bien et également faire preuve de courage managériel. Exactement, bien sûr. Aimer quelqu'un, c'est avoir le courage de lui dire des choses pour son bien. On peut lui dire avec grâce. On peut même lui expliquer que c'est pour son bien qu'on lui dit. Je suis complètement d'accord. Et du coup, pardon, mais on parle beaucoup de bienveillance. Peut-être abusivement sur les dimensions où il faut être nice, en anglais, gentil. C'est pas exact, je suis pas sûr. Il faut pas confondre les deux. Très bien. Alors, donc, y a-t-il des entreprises qui font exception, donc, des entreprises qui ne seraient justement pas bienveillantes, mais qui arrivent à être très performantes? Alors, les entreprises qui sont violentes, entre guillemets, en exigence, elles ont des performances à court terme et ensuite ça fait un soufflet au fromage. Ça a été démontré avec plusieurs dirigeants très connus. Et au bout d'un moment, les gens, ils en peuvent plus. Et puis, à force d'exigence surtout, les gens se désengagent. Je ne sais pas si ça vous parle. Et c'est une étude d'Harvard dont le titre s'appelle Too Many Projects, trop de projets. Quand il y a trop de projets, vous savez ce qui se passe? Les gens qui sont les plus engagés, je ne vous parle pas des autres, ceux qui sont les plus engagés, ils se barrent. Parce qu'ils se rendent compte que c'est plus possible de s'engager sur autant de projets. Donc, être exigeant sur les savoir-être et bienveillant sur les savoir-faire n'est-il pas finalement le meilleur équilibre à maintenir? Alors, pour moi, j'interpelle l'auteur de la question. Le savoir n'est qu'une résultante du progrès. Donc, est-ce qu'on ne peut pas dire progrès sur être, progrès sur faire, et non pas savoir? Désolé, et peut-être qu'on est trop dans vous êtes des sachants, alors que et peut-être qu'une école comme notre chère école devrait plutôt instituer le voilà, vous êtes pas l'élite, vous êtes le must de cet état d'esprit progrès. Passez votre temps à progresser, vous allez vous éclater dans la vie. Et c'est Einstein qui disait, celui qui n'est plus capable d'étonnement, son cerveau est mort. Et vous avez Franklin Roosevelt qui disait, il y a beaucoup de gens qui à 25 ans sont morts, alors qu'ils vont être enterrés bien plus tard. Ça veut dire quoi à 25 ans? Si tu n'as plus d'étonnement, tu as enterré ton cerveau. Et est-ce qu'il existe des secteurs spécifiques où l'équilibre dont vous parlez est plus difficile par rapport à d'autres secteurs? Alors déjà, c'est pas une question d'équilibre, c'est une question d'intensité. Si je suis en équilibre là, c'est pas suffisant. Je mets en intensité les deux. Et on voit bien la relation entre l'élagage. Question simple à vous poser. Quels sont vos rituels d'élagage?
Regardez-vous en face, vos 6 mois derniers, si vous êtes manager, dans les 6 mois derniers, qu'avez-vous fait pour élaguer concrètement? Comment vous pouvez fixer un rituel d'élagage? Exemple de rituel d'élagage, c'est l'entretien individuel. En quoi je peux t'aider à enlever des choses? Évalue-moi par rapport à ça. En quoi je t'ai suffisamment aidé à enlever les choses? Si vous mettez pas de rituel, je peux vous dire, on additionne des tas de choses. Ça, c'était un premier point. Et le deuxième point, oui, ça concerne tous les secteurs. J'ai travaillé pour des entreprises qui sont dans des environnements réglementaires ultra contraints, mais raison de plus qu'on a plein de règles externes pour alléger au maximum notre complexité interne. Et donc, par exemple, les entreprises libérées n'auraient pas plutôt facilité à équilibrer donc la bienveillance et l'exigence? Ce qui me gêne dans l'entreprise libérée, c'est que c'est devenu tout et n'importe quoi. Donc déjà, c'est un terme plutôt, comment dire, c'est une chimère, quoi. Et c'est plus très concret, de mon point de vue. Posez-vous la question, quoi. C'est quoi concrètement l'entreprise libérée aujourd'hui? Quand on voit ça a démarré, comment ça a évolué, et tout ce qu'on en attend aujourd'hui de manière un peu chimérique. Deuxième chose, pour moi, l'entreprise libérée, je suis pas sûr qu'elle soit 10 fois plus exigeante. Et donc, j'ai peur que être trop dans l'entreprise libérée, on est libéré, on fait ce qu'on veut, alors que non, le progrès, il est dans l'exigence. Ce que démontre Carol Dweck, c'est que les meilleures élites sportives, vous regardez Federer, Nadal, ils ont passé leur temps à être exigeants sur progresser. Et donc, je suis pas sûr que le terme libéré convienne sur être exigeant pour progresser. Là où il peut convenir, c'est je suis libéré de la culpabilisation qui serait de me dire je suis pas bon au tennis. Ça, je m'en libère. Je m'en fous. Donc oui, là, je suis libéré. Et du coup, quelque part, je déculpabilise par rapport à ça. Peut-être que là, la notion de libéré peut convenir en lien avec la bienveillance. Mais la bienveillance liée à l'état d'esprit progrès. Par contre, je suis en exigence sur le progrès. Et ce que démontrait Carol Dweck, et je reviens là-dessus, elle dit attention, le progrès sur très peu de choses. Sinon, ça marche pas, c'est fini. Alors là, je vais venir à 2 questions. Donc, quels sont les meilleurs rituels d'équipe collectifs et individuels les plus efficaces pour amplifier bienveillance et exigence? Et quels sont les outils de pilotage managériel de l'exigence? Ah, super. Alors, les meilleurs outils et les approches et les rituels sur ce que nous venons de voir, c'est un peu la question qui est posée, et merci de l'avoir posée. Le premier, c'est ce parcours d'étonnement en se partageant plein de crados-testonnements et aussi des expéditions d'étonnement. Donc, par exemple, ce qui est assez fabuleux aujourd'hui, c'est que vous amusez à écrire sur ChatGPT. Voilà, nous, ce qu'on fait. On est la direction financière de je ne sais quelle entreprise. Voilà notre mission. Et voilà ce qu'on fait pour faire notre mission. Et je dis à ChatGPT, en tant qu'intelligence générative, dis-moi tous les contraires de ce qu'on fait et qu'on pourrait faire en tant que direction financière. Amuse-moi à me balancer tous les contraires. Ça, c'est une expédition d'étonnement. Et on découvre tous les contraires de tout ce qu'on a toujours fait comme ça. Et ChatGPT, essayez-le, ou un autre, ça m'est égal. Ça, c'est une expédition d'étonnement. Et à partir de ces étonnements, on va faire des crado-tests. Et on va voir comment, de manière crado-test, il n'y a pas d'impact. On ne prend pas de risque au niveau financier. Comment on peut l'essayer le plus simplement pour déjà nous amener des étonnements sur ce que ça donne qu'on n'imaginait pas. Voilà, donc ça c'est le premier, c'était l'état d'esprit progrès, et duquel d'ailleurs découle une meilleure bienveillance et une meilleure exigence. Et du coup, en exigence, déjà je te mets des objectifs de expédition d'étonnement et de crado-test. Moi je connais des entreprises où on a mis ça en œuvre. On donne à chaque service des objectifs de crado-testonnement et d'expédition d'étonnement. Et quand on les met en objectif, on en enlève d'autres en échange. Et à partir de là, ça devient exigeant. Sur la partie exigence, je sais pas si ça vous parle, Mark Twain disait, dans la vie, nous avons 2 jours importants. Le premier, c'est quand t'es né.
Et le deuxième, c'est quand tu as compris pourquoi. Et donc, la meilleure façon d'être exigeant, c'est sur chaque collaborateur d'essayer de se dire, mais c'est quoi son why? Et s'il l'a pas trouvé, c'est de le mettre dans cette courbe de progrès pour que dans cette courbe-là, il trouve son why. Et à partir de là, on l'aide à être encore plus exigeant sur ce why. Un autre aspect sur l'exigence, c'est au même titre, quel est le why de mon service? Quelle est la clé de ce que mon service doit accomplir? Et les gens se perdent. Beaucoup de gens disent oui, alors notre service a mission et on annonce 10 trucs. Non, notre service, en quoi il est clé pour l'entreprise. Et là, on est exigeant sur en quoi on a progressé, sur ce en quoi on est clé pour l'entreprise. Voilà quelques approches. D'un côté, je vous ai dit sur le progrès et de l'autre côté sur l'exigence par rapport à ce progrès. J'ai oublié un rituel, pardon, c'est les célébrations. Les célébrations et les éléages. Si vous célébrez pas, on célèbre pas le progrès. Et je vous rassure, c'est des micro-célébrations de 5 minutes au moment d'un micro-progrès. Et l'autre rituel dont on a parlé, c'est l'élagage. Un manager qui passe son temps à rajouter des choses à faire, c'est un preneur. Un manager qui aide à enlever des choses, c'est véritablement un donneur. Et ce que démontrent les travaux de ce chercheur de Wharton, c'est que si vous êtes un manager preneur, vous aurez des collaborateurs preneurs eux aussi. C'est vous qui transmettez la posture. Donc, puisque vous avez repris l'élagage, on a une question si l'élagage est à la fois un projet et un processus également. Ouais, j'aime bien la question. Donc, je vous soumets une image sur laquelle je porte des choses dans les entreprises. C'est l'image d'un immeuble dans lequel on a rajouté des cloisons. À la fin, il devient invivable. Alors, l'équivalent des cloisons dans notre entreprise ou dans notre service, c'est on a rajouté des process, des fonctions, des services, des tas de choses. Des indicateurs de pilotage, on a rajouté tout ça. Et à la fin, notre immeuble devient invivable. Et donc, il y a un point clé. Alors, est-ce que c'est du projet? Je suis peut-être. Il y a un point clé, c'est de revenir aux murs porteurs. Les murs porteurs, c'est ce qui fait que Notre-Dame, elle a eu beau brûler, Notre-Dame de Paris ne s'est pas effondrée. Et donc aujourd'hui, on se perd dans tout ce qu'on veut obtenir, alors qu'on ferait mieux de revenir au premier principe. Donc la clé de l'élagage, c'est que vous ne pouvez pas enlever des cloisons tant que vous ne voyez pas clairement quels sont les murs porteurs. Et donc reprenons l'exemple d'une direction financière. C'est quoi, qu'est-ce qu'on apporte à l'entreprise qui est ultra important et sur le quoi on doit progresser. Et à partir de là, c'est quoi les murs porteurs? Donc les murs porteurs, c'est pas ce qu'on veut obtenir, c'est ce qu'il faut faire en premier et qui fait qu'on obtiendra du progrès sur ce en quoi on apporte à l'entreprise en tant que direction financière. Et grâce à ça, une fois qu'on voit quels sont les murs porteurs, alors on peut élaguer. Et donc, il y a deux étapes. Il y a une première étape, c'est revenons au premier principe. Et à partir de là, enlevons tout ce qui nuit au premier principe et contentons-nous de progresser sur les premiers principes. Et donc, quel progrès viser quand l'entreprise est déjà leader finalement, ou que les collaborateurs est très performant et donc comment maximiser le développement d'une carrière? Alors, ça a été démontré par Clayton Christensen. C'est le moment le plus périlleux dans lequel peut se retrouver l'entreprise. Parce que les gens et l'entreprise va se prendre pour des surdoués. Et du coup, ils seront plus en progrès. Nous sommes dans un monde en mutation. Il y a plein de mutations à plein d'égards et elles sont fabuleuses. Et donc, le danger de cette entreprise, c'est justement de se dire on est bon, on n'a pas de souci à se faire. Et du coup, on se met, fatalement dans la posture esprit fixe. Alors que les entreprises qui se réinventent, qui sont capables de se réinventer, elles se remettent utilement à ce moment-là dans la posture du progrès. Et le meilleur exemple qui est le plus connu, c'est Netflix. Netflix, à l'époque, faisait des locations de films, DVD, VHS, dans des, un peu comme faisait Cinébanque en France, pour ceux qui connaissent Cinébanque. Et en 2013, Cinébanque est mort. Et Netflix, en 2008, s'est amusé à se dire, est-ce qu'on pourrait pas apporter le contenu via le streaming? Et à l'époque, les majors ont dit à Netflix, on vous donnera pas le contenu. Et du coup, Netflix, ils ont dansé avec la pluie, en se disant, tiens, est-ce qu'on pourrait pas apporter une nouvelle valeur, à la fois en faisant du streaming du contenu,
et à la fois en faisant nous-mêmes le contenu. Et donc, Cinebank est mort, alors qu'ils étaient leaders dans leur domaine, alors que Netflix s'est réinventé. Donc justement, c'est un point d'alerte assez connu dans pas mal d'études. Quand l'entreprise est leader et que tout le monde est performant, alors c'est le moment où tout le monde se prend pour un surdoué, alors qu'on a un nouveau contexte. Et alors, comment faire lorsque l'équipe dirigeante, donc les COMEX, n'est pas dans cet état d'esprit d'élagage? Alors, comment faire quand elle n'est pas dans cet esprit d'élagage? Déjà, moi, je suis le service RH. Je vais moi-même faire ce travail et je vais leur soumettre. Pourquoi? Parce que je me rends compte, je prends l'exemple du service RH comme un autre. En tout cas, je me rends compte que le service RH, ils font les pompiers. Et on leur dit, attendez, il y a un manager important qui est parti, il faut que tu nous en trouves un vite. Et du coup, je me rends compte en discutant avec les RH, ils passent leur temps à faire les pompiers, ils font rien de fond, ils peuvent rien faire de fond. Eh ben, moi, je prends le lead et c'est presque à vous de diriger vos dirigeants. Moi, je m'occupe de la RH. J'ai réfléchi en quoi je contribue à l'entreprise. Voilà en quoi je contribue. Est-ce que vous êtes d'accord? Maintenant, j'ai réfléchi quels sont les points clés que je dois mettre en œuvre pour permettre de contribuer encore mieux là-dessus. Et là, les points clés, j'ai trouvé. À partir de là, je me suis dit, OK, comment je fais mieux ces points clés et qu'est-ce que j'enlève qui ne permet pas d'amplifier ces points clés? Voilà ce que j'ai trouvé. Je vous propose de le faire. Bah, essayez. Moi, j'ai des cas d'espèces où ils l'ont essayé, ça a marché. Donc, est-ce que c'est pas à nous aussi de... Voilà, ça, c'est une première approche. La deuxième approche, je sais pas comment vous dire, je réfléchis avec une autre approche. Bon, moi, il se trouve que je travaille souvent avec des équipes de direction. Donc, c'est moi qui, à ma manière, les amène à ça. Mais en fait, voilà, retenez ça, c'est une étude d'Harvard qui montrait ça. Convainquez vos dirigeants qu'il faut bouger avant qu'il soit trop tard. C'est la clé. Et donc, c'est à nous de convaincre les dirigeants qu'il faut bouger, sinon ce sera trop tard. Et plus on est nombreux à être dans cette dynamique de progrès et d'étonnement, plus on a des chances de le faire. Je suis admiratif d'un individu qui, chez Dassault, à l'époque, s'est dit, les logiciels qu'on utilise pour concevoir des avions, ils n'ont pas été faits pour nous. Alors, je vais commencer à en faire quelques-uns. Et ce monsieur, tout seul, dans son coin, c'est lui qui, petit à petit, a forgé ce qui s'appelle aujourd'hui Dassault Systèmes, qui est devenu leader mondial des logiciels de conception assistés par ordinateur. Et donc, voilà, c'est un bon exemple parce qu'aujourd'hui, il me semble que Dassault Systèmes, c'est plus de la moitié des profits de Dassault. Et donc, Dassault faisait des avions. Dassault Systèmes a un logiciel de conception assisté par ordinateur qui résulte de l'histoire de cet homme-là. Et donc, moi, j'adore cette notion de diriger vos dirigeants vers des directions auxquelles ils ne croient pas, mais qui apportent de la valeur. Là, on revient au crado test. Est-ce que apprendre de ses erreurs est un argument finalement entendable dans les concepts du crado test? Le concept du crado test, c'est jouir de ses erreurs. Donc, c'est pas apprendre, ah mince, on a eu une erreur. Non. Un crado test, on sait qu'il va révéler des trucs qui marchent pas. Et c'est ça qui est, mais il va nous révéler des étonnements. Donc, confondons pas erreur et étonnement. Donc, on jouit des étonnements et si c'est des erreurs, c'est même pas la question. Un crado test ne sert ni à prouver, ni à trouver. Il sert à s'étonner. Donc, il y a même pas la notion d'erreur. Quand on a fait le crado test, on s'amuse à tester un truc auquel on croit pas. Donc, je vais vous donner un dernier exemple. J'ai des origines de voileux et lors d'une America Cup, il y a une équipe qui s'est posé la question, est-ce qu'un catamaran peut voler sur l'eau avec des foils? Et le patron de l'équipe a dit non, c'est pas possible parce que il faut des asservissements, il faut sans arrêt régler le foil et les voiles, faute de quoi, avec les claques de vent ou les différentes vagues, ça va tomber. Alors que vous savez ce qu'ont fait des jeunes 3 ans après? Ils ont pris un optimiste, qui est le bateau qui est le plus lent de toute la planète, hein, c'est le bateau de l'école de voile. Et ils se sont dit, tiens, on va mettre un plan sous la dérive et sous le safran, on sait pas ce que ça va donner, on s'en fout. Donc ils sont pas dans l'erreur, non, ils sont dans la curiosité de l'étonnement de ce que ça va donner. Et du coup, figurez-vous qu'à force 3, un optimiste bricolé, il est capable de voler sur sa dérive et sur son gouvernail avec un jeune de 18 ans. Et vous voyez, le patron de l'équipe suédoise, il a dit non, c'est pas possible. Artemis, ça s'appelait. C'est pas possible qu'un catamaran il vole. Il a rien essayé, alors que des jeunes ont essayé rien qu'un optimiste, et lui il vole. Voilà.
une toute dernière question, puisqu'on arrive à la fin. Comment gérer la sensibilité de l'équipe? La bienveillance est toujours appréciée quand on félicite, jamais quand on invalide un travail et qu'on demande des modifications. Alors, je voudrais insister. Quand vous avez un enfant qui vient de faire un truc génial, c'est ce que dit et c'est ce que révèle Carol Dweck. Au lieu de dire, oh là là, qu'est-ce que c'est bien ce que tu as fait, sous-entendu, qu'est-ce que tu es doué. C'est pas ça qu'il faudrait dire. Ce qu'il faudrait dire, c'est, waouh, t'as vu ce que tu as fait, qu'est-ce qui fait que tu l'as réussi? Ah, tu vois, c'est parce que tu as progressé. Alors maintenant, comment tu peux progresser encore et encore? Et donc, voilà, c'est ça que je voulais vous dire. On ne félicite pas la personne, on félicite ce en quoi elle a progressé. Et on lui forge un état d'esprit où je suis en progrès permanent et c'est ça qui m'intéresse. Et donc, chaque félicitation, c'est ce que j'appelais les micro-célébrations. Non pas, oh là là, vous êtes une belle équipe, je vous adore. Non. Regardez comment vous progressez. Ça, c'est chouette, c'est intéressant. Allez, comment on peut continuer à progresser? Et sans cesse, on développe ça. Merci beaucoup pour cette masterclass très intéressante. Merci à tout le monde pour avoir passé une petite heure avec nous.